Ils sont nombreux, ils ont envie. Ils viennent de tous les horizons, de la poésie à la science-fiction. Ils ont connu l'amour, la haine, la débâcle, la gloire, parfois sans raison. Qui sont-ils ? Les livres. Le Centre national du livre soutient les écrivains, ceux qui sont partis à la conquête d'un rêve héroïque et brutal, l'écriture. Vous écoutez Son Livre, le podcast du CNL qui vole dans les plumes des auteurs. Avec Mon maître et mon vainqueur, publié aux éditions Gallimard, François-Henri Désérable livre un roman d'amour tragique sans se départir d'un sens de l'humour réjouissant. Vasco, conservateur de bibliothèque, s'est épris de Tina, et il est prêt à commettre l'impensable pour la dérober à sa vie de famille. Hommage à la langue française, à son vocabulaire, à ses nuances, ce roman d'amour aborde la passion qui nous traverse et nous transfigure, sans retour en arrière possible. En résulte une convocation chez un juge un peu poète, où le narrateur expose les faits, à la lumière des poèmes de Vasco, son ami, comme seul argumentaire de défense. Bonjour François-Henri Désérable. Mon maître et mon vainqueur, c'est une histoire d'amour, un hommage, une farce ? C'est tout ça à la fois. C'est l'histoire d'une passion amoureuse entre un homme et une femme, Vasco et Tina, qui tombent amoureux l'un de l'autre à un moment de leur vie où ils ne sont pas censés s'aimer, puisque Tina, qui a 2 enfants avec un autre homme, est sur le point de l'épouser. Et on retrouve sur Vasco, lors du mariage, un revolver. Qui est le revolver avec lequel Verlaine a tiré sur Rimbaud et qu'il a acquis aux enchères. Et on retrouve également un cahier sur lequel il a écrit des poèmes. Et au juge d'instruction qui l'interroge, Vasco répond qu'il n'a qu'à lire les poèmes, que tout se trouve dans les poèmes. Alors le juge les lit, n'y comprend pas grand-chose, et convoque donc le meilleur ami de Vasco, qui est aussi l'ami de Tina, et qui est le narrateur, et qui va aider le juge à dénouer les fils de cette passion amoureuse, et à résoudre l'enquête, puisque Vasco a tiré sur quelqu'un, évidemment on ne sait pas qui au début du roman. Mais c'est surtout, oui, c'est un roman d'amour, c'est un polar amoureux qui tourne aussi autour de la poésie. À la lecture de votre livre, on sent une infinie tendresse à l'égard des personnages dont parle le narrateur. Oui, à un moment j'écris qu'il faut avoir l'œil dur mais le cœur tendre avec ces personnages. Parfois je les raille, je les tourne en dérision, et néanmoins j'ai beaucoup de tendresse pour eux, peut-être parce que les travers que je leur prête sont aussi parfois les miens, et la tendresse que j'ai pour eux est de l'indulgence en vérité envers moi-même. Lorsque je me moque du pauvre Edgar, le mari, il y a une part de moi qui est en lui. Lorsque je me moque de la passion frénétique qui existe entre Vasco et Tina, eh bien, ce sont des sentiments que j'ai éprouvés, qui m'ont traversé. Donc j'essaye toujours, à travers la voix du narrateur, d'adopter un ton qui soit un peu ironique, un peu badin. Est-ce qu'on peut dire encore ce mot badin ? Dans cette histoire d'amour, il y a quelque chose d'héroïque, quelque chose de tragique, quelque chose de loufoque. Vous rendez aussi hommage à la langue française. Oui, j'essaye, à travers la figure de Vasco, qui est conservateur à la Bibliothèque nationale de France, qui a sous sa responsabilité la réserve des livres rares et anciens, réserve à laquelle d'ailleurs j'ai eu accès grâce notamment à Olivier Chaudençon, le directeur de la Maison de la Poésie où nous enregistrons ce podcast, ce qui a été un moment extraordinaire puisque j'ai tenu entre les mains la Bible de Gutenberg, qui est le premier livre imprimé, j'ai tenu entre les mains les épreuves corrigées des Fleurs du Mal. Cette histoire de virgule. Voilà, où Baudelaire, après un vers qui est ces monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants, virgule, dans la ménagerie infâme de nos vices, le correcteur avait retiré la virgule, Baudelaire l'a rétabli, une note dans la marge, je tiens absolument à cette virgule, ce que je trouve magnifique.
Il tenait beaucoup plus aux virgules qu'Apollinaire, qui lui les supprime toutes sur les épreuves corrigées d'alcool, que j'ai eu également entre les mains. Et quand j'ai vu tous ces manuscrits et cette réserve des livres rares, j'étais si fasciné par ce métier de conservateur de bibliothèque, qui pourtant sur le papier n'est peut-être pas le métier le plus sexy, que j'ai décidé de faire de mon personnage principal un conservateur à la BNF, et un conservateur évidemment épris de poésie, et qui, pour se remettre d'un chagrin d'amour, va écrire des poèmes. Et là, évidemment, il y a une part autobiographique, puisqu'il serait malhonnête, lorsqu'on écrit un roman d'amour, de prétendre que c'est des considérations qui nous sont totalement étrangères. Et il se trouve que moi, après une histoire d'amour passionnelle, après un chagrin d'amour, eh bien, je me suis mis à écrire des poèmes. Et mon intention était de publier un recueil de poèmes. Et puis, finalement, j'ai changé d'avis suite à des conversations, notamment avec mon amie Maria Pourchet, qui elle-même, à ce moment-là, écrivait le roman d'une passion amoureuse, qui est devenu Feu, qui a connu un grand succès à la rentrée. Et Maria m'a dit mais il faut que tu fasses un roman, il faut que tu écrives un roman, que tu prennes ce sujet-là et que tu t'y attaques. Et donc j'ai décidé de prendre un certain nombre des poèmes que j'avais écrits et je les ai enrobés de fiction. J'ai tissé une histoire d'amour passionnelle en gardant ces poèmes pour fil rouge. La pluralité des registres que vous utilisez, langage soutenu, argot, ainsi que la richesse du vocabulaire, permettent de décrire précisément les états d'âme des personnages et de nommer leurs émotions. Oui, c'est très juste. D'ailleurs, l'amour, me semble-t-il, n'existe réellement qu'à partir du moment où il est formulé. Et quant aux différents registres de langage, quand j'ai commencé à écrire, j'avais peut-être ce travers de la plupart des primo-romanciers, c'est-à-dire que j'essayais parfois de placer des mots un peu précieux, un peu désuets, pour faire littéraire en quelque sorte. Et maintenant, j'essaye de garder à l'esprit cette phrase formidable d'Ernest Hemingway qui disait « Je connais autant de mots compliqués que n'importe qui, mais je me donne un mal de chien pour ne pas les utiliser. » Et j'ai voulu aller vers par rapport à mes textes précédents, vers une plus grande oralité, et jouer sur différents registres de langue m'a toujours amusé, et notamment parfois d'avoir une langue assez soutenue et de terminer la phrase ou de terminer un passage assez soutenu par une vulgarité, par quelque chose en tout cas d'assez inattendu, d'incongru, qui vient créer une rupture dans la phrase ou dans le paragraphe. La poésie peut-elle nous sauver des chagrins d'amour ? Est-ce qu'elle peut nous sauver tout court ? Déjà, ça serait la première question. Un des livres que j'ai lu avec le plus d'émotion, c'est Questo e un uomo en italien. Si c'est un homme de Primo Levi. Primo Levi, dont on sait bien qu'il a connu Auschwitz, dont il est revenu, et expérience, est-ce qu'on peut parler d'une expérience, mais sur laquelle il a écrit ce livre qui d'ailleurs, lorsqu'il a paru, n'a eu aucun succès, et petit à petit, ce livre a été de plus en plus lu et c'est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature du XXe siècle. Et bien, dans ce livre, Primo Levi raconte que ce qui l'a maintenu en vie, c'est la poésie. C'est-à-dire que dans les moments d'horreur absolue, il se récitait de la poésie. Maintenant, sur un registre un peu plus léger, est-ce qu'elle peut nous sauver d'un chagrin d'amour ? Je le crois, ouais, je le pense, en ayant fait moi-même l'expérience. Récemment, j'ai eu une conversation avec Chloé Deschamps, qui est éditrice chez Grasset, qui est une très très grande amatrice de poésie et qui a d'ailleurs lancé une collection, et qui m'a dit une phrase que j'ai trouvée très juste, qu'il y avait quelque chose d'assez ridicule dans la poésie finalement, que écrire de la poésie et la faire lire, c'est un peu se mettre nu et sortir dans la rue. Et donc c'est difficile d'en parler sans avoir l'air. Il y a quelque chose d'assez ridicule. Il y a vraiment une mise à nu totale lorsqu'on écrit de la poésie, lorsqu'on fait lire des vers, et encore plus lorsque c'est de la poésie qui a trait à l'amour, finalement, qui raconte un amour.
Le cœur de Voltaire existe-t-il vraiment ? Le cœur de Voltaire existe vraiment. Voltaire est mort en 1778, son cœur a été prélevé, il s'est retrouvé entre les mains de son ami le marquis de Villèle. Ensuite, il a été transmis d'héritier en héritier jusqu'à la fin du 19e siècle, où l'un des héritiers s'est dit « mais qu'est-ce que je vais faire de ce truc ?» et a décidé de le léguer à ce qui est devenu aujourd'hui la Bibliothèque nationale de France, laquelle a demandé à un sculpteur de faire une statue de Voltaire. Qui se trouve aujourd'hui dans le salon d'honneur de la BNF à Richelieu, et dans le socle de cette statue se trouve le cœur. Il se trouve que lorsque j'ai fait cette résidence à la BNF, eh bien, j'ai dérobé ce cœur. Je me suis rendu avec des outils dissimulés sous des affaires de piscine. J'ai décellé cette plaque, j'ai dérobé le cœur, je l'ai gardé une semaine chez moi sur le chambranle de ma cheminée, suite à quoi je l'ai restitué à la BNF. C'est en tout cas ce que je raconte dans le roman. C'est ce que vous racontez. Ouais. Bien sûr. Mais ce cœur existe vraiment, oui, de la même manière que le revolver de Verlaine, qui est l'autre, qui est le revolver avec lequel, dont Vasco est le possesseur, existe réellement. Verlaine, en 1873, a tiré sur Rimbaud, à Bruxelles. Il a d'ailleurs été arrêté quelques heures plus tard sur un quai de gare. Il a passé je crois que j'ai peur du dogmatisme, mais près d'1 an et demi en prison, 555 jours. Et ce revolver a été vendu chez Christie's lors d'une vente aux enchères en fin 2016. Et il se trouve que j'ai assisté à cette vente aux enchères et j'ai vu tout le potentiel romanesque de cette vente. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si je levais la main, si j'enchérissais, quand bien même je n'avais pas la somme pour acquérir ce revolver. Et dans mon roman, j'imagine que Vasco enchérit au point qu'il finit par acquérir le revolver pour la somme de 428 000 €, qu'évidemment il ne possède pas, mais par un tour de passe-passe, il arrive à repartir avec. François Henry, c'est parti pour la lecture. Donc Vasco et Tina sont à la BNF, puisque Vasco a décidé de faire visiter à Tina la réserve des livres rares, et il lui montre les plus grands trésors de la BNF, dont la Bible de Gutenberg, dont les épreuves corrigées des fleurs du mal, etc., etc. Et une tension érotique naît entre les deux. Et j'écris, Vasco avait une main sur la taille de Tina, l'autre derrière sa nuque. Et c'est lui qui maintenant l'embrassait, dans le cou, sur les oreilles que le juge avait grandes ouvertes. Il m'écoutait lui raconter comment Vasco, qui avait Tina collée contre lui, a défait les derniers boutons de sa chemise entr'ouverte. Comment il a voulu dégrafer son soutien-gorge. D'abord avec une main, puis avec l'autre, puis avec les deux à la fois, mais rien à faire. C'était un système de fermeture à 4 rangées d'agrafes, une vraie saloperie, ça demandait des calculs trop savants, des opérations trop complexes. Il m'écoutait lui dire enfin comment Vasco s'est contenté d'en glisser les bretelles, en sorte que Tina, qui portait toujours son soutien-gorge, avait quand même les seins nus. Il n'y a pas 36 moyens de faire l'amour, pas dans la grande réserve en tout cas. Debout, contre des étagères, ou bien allongé sur le sol, ou bien allongé sur la table. Les étagères étaient pleines de livres, le sol était dur, froid, incommode, restait la table. On a tous déjà vu ça dans un film, un bureau encombré de dossiers qu'on débarrasse d'un grand revers de main pour tirer son petit coup entre collègues. Et bien sûr, on a tous pensé le faire au moins une fois. Et peut-être que vous aussi sur ce bureau, j'ai ajouté avec un sourire égrillard. Mais le juge n'a pas relevé. Alors j'en suis revenu à Vasco qui s'est dit, pendant un instant, qu'il allait faire comme dans les films. Sauf que là, sur cette table, ça n'était pas de vulgaires dossiers qu'on pouvait envoyer valdinguer à l'autre bout de la pièce. C'était la Bible de Gutenberg, c'était les épreuves corrigées des fleurs du mal, c'était l'exemplaire original d'une saison en enfer. C'était celui des poèmes saturniens, c'était les livres les plus rares de la réserve des livres rares. Alors Vasco s'est détaché des lèvres de Tina pour lui dire « Rangeons-les ». François-Henri Désérable a reçu le grand prix du roman de l'Académie française pour Mon maître et mon vainqueur, publié aux éditions Gallimard. Chez le même éditeur, il a déjà publié Tu montreras ma tête au peuple, Évariste, et un certain monsieur Picquelny, pour lequel il a reçu une bourse d'écriture du CNL.